Dans le Mac de la santé aujourd'hui, alerte à des aliments du quotidien qui sont contaminés par des pesticides. Ça concerne le riz, ça concerne des flacons d'épices, ça concerne aussi les sachets de thé. En effet, des résidus de pesticides présents dans ces produits, notamment des pesticides interdits en Europe. On vous explique tout dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission en direct consacrée à votre santé et votre bien-être. Avec une équipe aujourd'hui qui est en forme, mais un peu dissipée. Franchement, l'association Rime, Benjamin, Fabien, il se passe quelque chose. Je ne dévoilerai pas toutes les coulisses, mais en tout cas, Rime, vous êtes venu avec une tenue un peu particulière. Oui, vous aimez ce nouveau style? Pas mal. C'est pas mal. Passe partout. Vous êtes vraiment gentil. Non, bon, alors, ce sont des vêtements de sudation et si je fais du sport avec ça, je vais transpirer beaucoup et donc, soi-disant, perdre du poids. On va voir si ça marche parce que ça cartonne sur les réseaux. Il y a un peu de marketing derrière tout ça. C'est la question que vous avez reçue. Marine, une téléspectatrice, qui aimerait savoir si ça marche. Benjamin Lévesque, bonjour. Bonjour Jimmy. Vous êtes venu avec des produits de beauté, mais de beauté pour les dents. Pas juste une dentifrice et du dentifrice et un brosse à dents. Ouais, autre chose qui cartonne sur les réseaux sociaux, c'est la tendance du smile care. Donc c'est la tendance en fait qui consiste à utiliser 4, 5, 6 produits pour se brosser les dents et ce qui donnerait un beau sourire et des dents blanches. On verra si ça fonctionne ou pas. Docteur Fabien Farge, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste et aujourd'hui vous êtes venu avec du scotch et du plastique pour réaliser un geste d'urgence. C'est ça, alors ça cartonne pas du tout sur les réseaux sociaux. C'est comment... Mais ça peut sauver des vies. Exactement. Et on va sauver des vies. Un pneumothorax, vous verrez tout à l'heure, quand on a trop d'air dans le thorax. Voilà. Et on va vraiment faire un geste d'urgence avec ça. Tout à fait. C'est pas une blague. Non, non, pas du tout. C'est un geste que vous avez déjà fait vous. Oui, tout à fait. Ouais. Le Mac de la santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons en Guyane, dans l'un des services de maladies infectieuses les plus réputés à l'international et où les médecins du monde entier viennent se former. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions autour de l'insuffisance rénale. Quels sont les symptômes qui doivent vous alerter? Comment la traiter? Et puis surtout, comment l'éviter et prendre soin de ses reins? Les explications avec une médecin néphrologue. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Il est 13h41, c'est l'heure du journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. Énorme rebond des cas de rougeole en France l'année dernière. Ce sont des données révélées par Santé publique France et c'est notre chiffre du jour. En 2025, on a comptabilisé 873 cas de rougeole dans le pays, soit une augmentation de 80% par rapport à 2024. Alors, si certaines personnes envisagent cette maladie comme anodine, il faut savoir que c'est loin d'être le cas. Plus de 300 malades ont dû être hospitalisés et 7 personnes sont décédées. Deux particularités à la rougeole. La première, c'est que c'est une infection qui est très contagieuse. Souvenez-vous du R0 dont on parlait pendant le Covid. En fait, le R0, c'est le nombre de personnes que vous pouvez contaminer quand vous êtes malade. Pour la grippe, ce R0 est situé entre 1 et 2. Ça veut dire que vous pouvez contaminer entre 1 et 2 personnes. Pour la rougeole, c'est entre 12 et 18 personnes contaminées, ce qui fait de la rougeole la maladie infectieuse la plus contagieuse qu'on connaisse à ce jour. Très contagieuse, donc la rougeole, mais également potentiellement très grave. Oui, au stade initial de la maladie, vous pouvez avoir un syndrome grippal plutôt banal, de la fièvre, des courbatures, des maux de tête, le nez qui coule, les yeux qui larmoient, puis une éruption cutanée, c'est-à-dire des boutons assez caractéristiques de l'infection. Vous le voyez à l'image, des boutons qui commencent au niveau de la tête, qui s'étendent sur tout le corps, et ça signe la phase initiale de la maladie. Et puis, il peut y avoir aussi des complications. Oui, deux complications très graves. La première, respiratoire, avec une pneumonie, une infection du poumon, aboutissant à une détresse respiratoire. Et l'autre, elle est neurologique, avec une atteinte du cerveau et ce qu'on appelle une encéphalite mortelle dans 30% des cas. Donc le meilleur moyen pour limiter le risque, ça reste la vaccination. Aujourd'hui, elle est obligatoire pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 et les personnes nées depuis 1980 devraient avoir reçu 2 doses du vaccin qu'on appelle ROR. On passe à un tout autre sujet. On pense acheter des produits sains, peu transformés en supermarché, mais en réalité, ils sont bourrés de résidus de pesticides. C'est le constat d'une étude réalisée dans plusieurs pays européens et publiée aujourd'hui par l'association Foodwatch. Du riz, du thé, des flacons d'épices sur 64 produits testés en laboratoire. Les 3 quarts contiennent des résidus de pesticides et si l'on concentre notre attention sur les 15 produits français qui ont été analysés, 13 présentent des résidus de pesticides dont 12 des molécules interdites en Europe. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir Camille Doriot, directeur des campagnes chez Foodwatch, une association de défense des consommateurs. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors,
quand on parle de résidus de pesticides, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des traces ou on a vraiment des molécules qu'on retrouve sur nos aliments? Alors, c'est des pesticides, c'est juste que ce n'est pas l'intégralité de la dose qui a été mise sur le champ, c'est des résidus des pesticides qui ont été épandus pendant la production en fait, alimentaire. Et du coup, on en trouve encore à l'intérieur des produits, mais c'est des quantités quantifiables. Là dont on parle, du coup, c'est des pesticides dans l'alimentation. Donc c'est pas anodin, c'est pas juste des traces qui pourraient n'avoir aucune conséquence. Parce que quand on dit résidus, dans l'imaginaire collectif, c'est il y a un petit peu et puis ça passe. C'est pas le cas. Alors, de toute façon, les pesticides, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce sont des produits qui ont été créés pour pouvoir tuer du vivant. Et du coup, penser qu'il n'y a pas d'impact et de risque de santé des pesticides sur l'homme, c'est peut-être un peu se voiler la face. Aujourd'hui, on a du mal à voir quel va être en fait, cet impact sur la santé d'avoir un petit peu de pesticides tous les jours dans son alimentation de manière constante. Et c'est ça qui inquiète. En vrai, quand on parle de résidus de pesticides, moins on en a dans l'alimentation, mieux on se porte. Un exemple dans le test que vous faites là, un produit, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été étudiés, mais celui-ci, c'est probablement le plus mauvais élève, c'est un paprika Ducros. 18 résidus de pesticides ont été identifiés. C'est ce que vous venez de dire, c'est que c'est la consommation à long cours qui va être problématique. Si je mange, si j'en parsème un de mes plats, je ne vais pas tout de suite prendre des risques pour ma santé? Alors, c'est toujours pareil avec les contaminants. Sur les contaminants qu'on retrouve dans notre alimentation, ça va être un effet qui va être cumulatif dans le temps et ça va être un effet aussi d'un effet cocktail. C'est-à-dire que là, vous avez 18 résidus de pesticides dans un seul produit. Personne ne sait aujourd'hui quel est l'effet de ces 18 produits en même temps dans votre alimentation et dans votre corps. Personne n'est capable d'évaluer ça aujourd'hui. C'est bien pour ça qu'on dit toujours la même chose. Moins il y en a, mieux c'est, parce que moins aussi il y a de possibilités d'effets cocktails. Et il ne faut pas oublier qu'il y a tout un effet en fait, qui est possible sur la santé, qui sont des effets à faible dose. Ça s'appelle les effets de perturbateurs endocriniens qui vont perturber le système hormonal. Et ça, même des toutes petites doses peuvent avoir des impacts assez forts sur la santé. Vous soulevez deux problèmes. D'abord, des résidus qui dépassent les seuils autorisés dans certains produits, mais aussi la présence de pesticides qui sont théoriquement interdits dans l'Union européenne. Comment ils se sont retrouvés dans nos assiettes? Alors, la première chose, c'est de dire qu'il y a deux produits qui dépassent les limites réglementaires. Ces produits, les autorités doivent les sortir des rayons et des tiroirs des Français et des Françaises. Ceux-là, ils n'ont rien à faire chez nous, ni dans notre assiette. Ils sont impropres à la consommation. Les autres produits, on a identifié des pesticides qui sont interdits en Europe d'usage, mais par contre pas ailleurs. Et du coup, tous ces produits, on ne les a pas pris au hasard totalement. C'est des produits qui sont des produits d'importation. Et du coup, dans ces pays est autorisé un certain nombre de pesticides que nous, on a interdits pour des risques pour la santé ou pour l'environnement. J'ai envie de dire même, on les produit dans nos usines en France ou en Europe. On les envoie là-bas, ils sont utilisés là-bas, ce qui pose un problème de risque pour les agriculteurs et les agricultrices sur ces territoires, mais aussi pour leur environnement. Puis après, on réimporte ce riz, ce thé, ce paprika, et on se le met dans notre assiette. C'est totalement inadmissible. C'est vrai que c'est assez choquant, mais les industriels, ils vous ont répondu, parce que vous dites, il faut qu'on retire ces produits. C'est vrai que c'est des résidus de pesticides interdits qui dépassent en plus de certains seuils pour d'autres pesticides. Ça pose question. Donc, alors, on les retire, oui, comment et que disent les industriels? Alors, on a écrit tous les industriels ce matin. On attend toujours les réponses. On attend les réponses des autorités parce que les autorités ont une responsabilité de retirer ces produits-là. Elles doivent forcer les entreprises à faire ce retrait. C'est réglementaire, du coup, ils doivent juste respecter la loi. Et après, il y a tous ces autres résidus de pesticides qui sont en dessous des limites autorisées. Mais alors là, nous, on est très clair à Foodwatch. Si un pesticide est trop dangereux pour l'environnement et pour la santé, il y a une seule limite qui doit être mise, et c'est 0. Et du coup, ces produits-là, ce qu'on demande en fait à l'État, à l'Europe, c'est de dire tous ces pesticides interdits, en fait, à la frontière de l'Europe, ils ne rentrent pas. Ils ne sortent pas, on ne les exporte pas et ils ne re-rentrent pas dans nos assiettes par les importations. En attendant la réponse des autorités, des industriels également, qu'est-ce que nous, consommateurs, on peut faire? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Alors, oui, effectivement, il y a des conseils. Le premier, c'est vous pouvez vous tourner vers des produits qui sont européens et français. Il ne faut pas oublier que là, je vous parlais de pesticides qui sont interdits dans les autres pays. Du coup, ces produits, si on achète par exemple du riz français, du riz italien... Produit en France. Produit en France. Ouais. La production, pas emballée en France, on est bien d'accord, produit en France par des agriculteurs français ou italiens, par exemple pour le riz, vous n'aurez pas ces pesticides. Il y a des produits comme le thé, qui sont quand même des produits qu'on produit assez peu en Europe. Là, il faudrait se tourner vers des produits bio, parce que les produits bio n'utilisent pas de pesticides de synthèse. Du coup, là, on a un problème. Et sur les épices, j'ai envie de dire, il y a une vraie alerte sur le paprika, parce que tous les tests qu'on a fait à travers l'Europe, une quinzaine de paprikas, au moins 10 résidus de pesticides à chaque fois, en moyenne. C'est vraiment très contaminé. Là, on a un problème de contrôle, on a un problème de résidus de pesticides. Et là, il faut vraiment se tourner vers des produits bio pour le paprika. Où est-ce qu'on peut trouver la liste de ces marques et de ces ingrédients que moi j'ai notamment à la maison et qu'on veut peut-être ne plus acheter ou en tout cas
limiter sa consommation? Alors, évidemment, tous les résultats, en toute transparence, sont publiés sur le site de foodwatch.fr où les consommateurs et les consommatrices pourront trouver les produits qu'on a testés, mais aussi agir avec nous pour demander aux autorités d'être plus vigilants et de contrôler plus les aliments, parce qu'en fait, ce qu'on a besoin derrière, c'est d'être rassuré sur la contamination de nos athlètes. Et aujourd'hui, cette confiance, elle est brisée. Agir avec vous, c'est-à-dire qu'il y a une pétition qui est disponible en ligne? Voilà, il y a une pétition qui est disponible en ligne pour agir avec Foodwatch. Vous la trouvez directement sur le site internet foodwatch.fr. Et évidemment, Foodwatch est aussi, pour faire ces tests, on est aussi financé uniquement par les dons des consommateurs et des consommatrices. Donc ne pas hésiter à donner à Foodwatch, c'est comme ça qu'on fonctionne. Eh bien, merci et bravo pour votre combat. Merci beaucoup. C'est une première en France pour soigner le stress post-traumatique. Un centre propose aux patients une prise en charge intensive. Oui, il s'agit d'une expérimentation menée au CHU de Lille. Notre équipe a pu suivre une jeune femme victime de violences sexuelles qui suit ce protocole innovant. On préfère vous prévenir, il s'agit d'un témoignage difficile et c'est un reportage de Lucille Degout, Adèle Lecanu et Khalid Mamoun. Doucement, on vient poser. On vient checker ce que ça fait au niveau des émotions, des sensations. Cette jeune femme a été victime d'agressions sexuelles et de viols pendant 2 ans. Aujourd'hui, elle souffre de stress post-traumatique. Accompagnée par une psychomotricienne, pendant cette séance, la patiente se confronte à une zone de son corps qu'elle a du mal à se réapproprier. Ça va être un peu plus difficile. Vous sentez au niveau de la pulpe de votre doigt. Peut-être que c'est un peu humide. Oui, c'est ça, c'est gênant. C'est gênant. L'humidité, c'est gênant? C'est ça. Ok. C'est quoi l'humidité? C'est quand il me disait lèche, pompe, pour que je mette son sexe dans ma bouche en fait. Là, le but, c'était de venir désensibiliser au niveau de la bouche et particulièrement des lèvres pour le moment. Parce que du coup, lors de ces événements traumatiques, il y a eu des impacts au niveau buccal. Et donc, maintenant, quand il y a un impact au niveau de cette sphère-là, il y a des rebuissances, comme là, on a pu le voir, avec des flashs auditifs. Les flashs sont venus 1 an et demi après les violences en fait. C'est pas revenu tout de suite. C'est des actes de pénétration buccale et anale. Il y a beaucoup de cauchemars et de reviviscences. Ça peut être dans l'assiette, ça peut être une odeur, ça peut être visuel, ça peut être une couleur d'une voiture. C'est très compliqué à se reconstruire en fait. La jeune femme de 26 ans a déjà eu un suivi psychologique. Mais pour espérer soigner son trouble de stress post-traumatique, elle suit aujourd'hui un nouveau protocole. Une prise en charge intensive à l'hôpital. Ça veut dire qu'on délivre la même dose de psychothérapie que d'habitude, mais d'habitude c'est 1 fois par semaine, donc ça va durer par exemple plusieurs mois. Ici on le fait sur 2 semaines. Alors on n'arrive pas à soigner complètement tous les troubles de stress post-traumatique, un certain nombre de cas oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à faire gagner beaucoup de temps aux patients. Ça veut dire qu'en 15 jours, on va faire l'équivalent de plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années de soins. Alors il y en a qui ont besoin d'encore plus de temps et tout ne sera pas fini à la fin des 15 jours. On inspire. Toute la journée, les séances s'enchaînent. Activité physique, hypnose, psychothérapie. Un programme sur mesure pour chaque patient. Suivez mes doigts et laissez venir ce qui vient. C'est dur. Qu'est-ce qui vient? La tristesse. La tristesse. Ouais. Et en même temps, j'ai très peur de lui en fait. Je suis tétanisé. Ça m'empêche de vivre tous les jours. Parce que je peux pas prendre mon indépendance, par exemple. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai besoin de mes proches pour me rassurer et pour savoir que je suis en sécurité. Vivre à nouveau, malgré le traumatisme, c'est l'objectif de cette prise en charge innovante. Les premiers résultats de cette expérimentation seront publiés fin 2026. Nos pensées vont évidemment à cette jeune femme et à toutes les victimes. Une traque bien stressante et totalement improbable se joue en ce moment en Haute-Garonne. Précisément dans la commune de Castelginest et alentour, la police, les gendarmes, les pompiers sont sur le coup pour tâcher de capturer un cobra à lunettes repéré par 2 témoins et activement recherché depuis le 12 mai. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de le croiser, ce serpent originaire d'Asie. Il vit notamment dans la région indienne. C'est une espèce qui peut s'avérer dangereuse en cas de morsure ou de jet de venin. Les autorités appellent donc la population à
à ne pas chercher l'animal. Et évidemment, si vous le croisez, on recule et on appelle le 18. Alors ça, c'est spécifique pour ce cobra à lunettes. Plus généralement, est-ce que vous avez des conseils à nous donner si on se fait mordre par un serpent plus habituel de nos contrées? Oui, parce qu'en France métropolitaine, la plupart des serpents ne sont pas venimeux, heureusement, comme les couleuvres. Les morsures graves sont principalement dues aux vipères. Et comme, quelles que soient les morsures, l'important, c'est de ne pas paniquer, de prendre en photo, si c'est possible, évidemment, le serpent qui vous a mordu et d'appeler immédiatement le 15, le 18 ou le 112. En attendant, quelques petits réflexes. Oui, le premier, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'urgence, sauf en cas d'allergie connue au venin, car finalement, les symptômes sont maximum au bout de quelques heures. En fait, l'urgence, c'est de rassurer la victime, d'éviter trop de la mobiliser. Pour éviter de diffuser le venin, il faut donc l'allonger, la laisser au repos et, si possible, surélever le membre mordu au-dessus du cœur. N'oubliez pas de retirer également les bagues, montres ou chaussures qui pourraient serrer la zone. En revanche, voici ce qu'il ne faut surtout pas faire en cas de morsure de serpent. 1. On ne suce pas la plaie, on ne l'aspire pas, on ne l'incise pas, on ne la comprime pas, on ne met pas de garrot et pas de bandage compressif. Enfin, on évite de mettre de la glace ou de la pommade, ça ne sert strictement à rien. Et puis si on le voit juste de loin, le serpent, on respire par le nez, parce que ça peut être juste la petite phobie des serpents qu'on appelle. Là, je ne sais pas comment on dit. C'est pas la serpentophobie. Ah oui, ça aurait été trop simple. Ni le truc que vous m'avez dit. La coulerophobie, c'est la pas- peur des clowns, la coulerophobie. Ah, c'est vrai? Oui, Ça existe pour ça de existe vrai? pour de vrai. C'est l'ophiophobie. On L'ophiophobie. s'enfile un chacun, une phobie chacun. Oui. Ophiophobie. Bah, très bien. Vous l'avez Je l'ai maintenant. Ophiophobie. Ouais. Avec un PH? Oui, tout à fait. Très bien. OPHIO. On continue cette conversation après le magazine Oui, de la et santé. on passe au magazine de la langue française. Merci beaucoup Emma et à demain. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions à propos de l'insuffisance rénale et nous serons avec une médecin néphrologue. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons en Guyane dans un service de maladies infectieuses, l'un des plus réputés au monde. Connaissez-vous le oil pulling? Le principe, c'est appliquer notamment de l'huile de coco sur les dents la nuit pour les rendre plus blanches. Est-ce que ça marche? C'est la chronique de Benjamin Lévesque. Comment sauver une personne victime d'un accident potentiellement grave qu'on appelle le pneumothorax? Avoir de l'air dans le poumon. Vous allez voir qu'il est possible d'effectuer des gestes simples et qui sauvent avec du scotch et du plastique. C'est la chronique du docteur Fabien Farge. Nous répondrons à la question de Marine, une téléspectatrice qui aimerait savoir si les vêtements de sudation permettent réellement de perdre du poids. Et bien c'est Rim qui lui répond dans un instant. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Rim, Fabien, Benjamin, très content de vous retrouver. Benjamin, on parle d'une tendance, le smile care ou soin du sourire. L'idée simple, c'est de se dire que le dentifrice ne serait pas suffisant pour prendre soin de ses dents et avoir un sourire éclatant. Vous êtes venu avec tout ce qu'il faut pour justement faire ce smile care. Et on a des choses. Oui, la preuve, regardez tous les produits qu'il faudra utiliser aujourd'hui pour avoir un beau sourire. Alors, on est bien loin de la simple brosse à dents avec le dentifrice. Et je vais vous faire justement cette routine type de cette nouvelle tendance pour avoir un beau sourire. Et on commence avec un bain de bouche avant le brossage. On a l'habitude de le faire après. Là, c'est le bain de bouche avant le brossage. Vous allez le voir à l'écran, c'est ce qu'on appelle le oil pulling, vous l'avez bien dit Jimmy tout à l'heure, c'est souvent à base d'huile de coco et donc l'idée c'est de garder cette huile plusieurs minutes dans la bouche, certains disent 10-15 minutes, notamment... C'est assez long, notamment au réveil, puisque ça aurait un effet sur la bouche un petit peu pâteuse, la mauvaise haleine, et ça rendrait les dents un peu plus blanches. Je finirais par l'avaler au bout de 2 minutes, hein. C'est vrai que c'est un peu tentant. Qu'est-ce qu'en disent les dentistes de ce bain de bouche un peu déconcertant? Alors selon eux, pas d'effet scientifique sur la blancheur, justement, et surtout, en fait, eux m'expliquaient que un simple verre d'eau permettrait en fait d'éliminer cette bouche pâteuse et la mauvaise haleine qu'on a le matin. Alors après, vous n'aurez pas le goût de coco, donc si vraiment vous voulez utiliser de l'huile de coco, pourquoi pas? Attention quand même à bien la recracher et ne pas l'avaler, puisque ça peut quand même procurer des maux de ventre. Bon, ces bains de bouche, on n'a pas l'impression que ce soit hyper efficace. Vous êtes venu avec des dentifrices un peu particuliers.
Qui ressemble presque à de la crème. Hein. Oui, justement, regardez l'extérieur, les packaging. Vous voyez, c'est beaucoup plus épuré, c'est plus blanc, c'est plus élégant. Et avec des codes qui sont inspirés justement des soins pour le visage. Regardez par exemple pour ces produits, ces sérums pour la bouche, on a des petites pipettes. Ça nous rappelle les petits sérums, les crèmes à mettre sur le visage. Et ça se met sur les dents, ça? Sauf que là, c'est sur la langue et à mettre justement dans la bouche. Les goûts aussi, hein, oubliez le goût du dentifrice classique. On a de la rhubarbe, on a de la cannelle, là on a de la menthe poivrée. Et puis la texture, regardez, la texture a changé, ça ressemble totalement à une belle crème onctueuse. On a presque envie de l'appliquer sur le visage, donc on est bien loin de la pâte blanche pour le dentifrice. C'est bon, j'ai de quoi m'essuyer. Et puis après, à l'intérieur, pour les ingrédients, on va retrouver des ingrédients qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir dans les dentifrices. On a par exemple de l'acide hyaluronique, là qu'on a souvent dans les crèmes, le sérum pour le visage, et puis des prébiotiques, donc pour nourrir les bonnes bactéries, ce qui aurait un effet sur la blancheur des dents. Alors on sait que pour un bon dentifrice, il faut avoir du fluor, mais qu'en pensent les dentistes du fait d'avoir justement par exemple de l'acide hyaluronique ou encore des prébiotiques? Alors j'ai interrogé le docteur Christophe Lecard, qui est membre de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Alors pour lui, l'acide hyaluronique, pourquoi pas? Ça permettrait d'hydrater les gencives si elles sont un petit peu irritées, à condition quand même de garder le produit plusieurs minutes dans la bouche. Parce que si vous vous rincez la bouche juste après le brossage, l'acide hyaluronique, il n'aura pas eu le temps de faire effet. Et quant aux prébiotiques, eh bien, il m'expliquait qu'il y a en ce moment des études sur le microbiote buccal. Sur le papier, les prébiotiques, pourquoi pas, mais on manque aujourd'hui de preuves scientifiques. On ne sait pas si c'est un effet bénéfique ou pas sur la blancheur. Ce qui est important pour lui, c'est justement que les dentifrices contiennent du fluor. Et ce n'est pas le cas de tous les dentifrices qu'il y a là, parce que sans fluor, selon lui, pas de protection contre les caries. Donc vraiment faire attention dans la liste quand vous achetez votre dentifrice. Ah oui, un dentifrice sans fluor, c'est comme un steak frites sans steak. Ça n'a pas d'intérêt. On passe ensuite au brossage. Et vous avez une brosse à dents un peu particulière. Oui, avec cette brosse à dents qui est dit polissante, donc avec des poils extrêmement fins. Il y a une densité de poils qui est supérieure aux brosses à dents classiques. C'est extrêmement doux, Fabien, si vous voulez caresser. Et puis le gratte-langue, donc à double face, avec un côté purifiant et un côté nettoyant, pour avoir les langues bien roses. Alors, selon le docteur Christophe Lecard, pour la brosse à dents, il ne faut pas attendre un effet magique sur la blancheur. En revanche, comme elle est extrêmement douce, là, c'est plutôt une bonne chose pour se brosser les dents sans abîmer ses gencives. Et concernant le gratte-langue, là, d'après l'Union française pour la santé bucco-dentaire, le brossage de la langue, le nettoyage de la langue, il n'est pas nécessaire. La langue, elle s'auto-nettoie, sauf si on a un dépôt blanchâtre sur la langue, ce qui est dû généralement à un débris, une accumulation de débris alimentaires ou de cellules mortes. Et là, effectivement, on peut utiliser un gratte-langue. Double face, ça veut dire quoi? On utilise les deux côtés du gratte-langue? Oui, il y a un effet ici. On va venir gratter pour retirer toutes les petites débris alimentaires. Et ici, ça va racler pour tout faire sortir. C'est un peu... c'est satisfaisant, cracra, quoi, j'hésite. Alors, comme si ce n'est pas suffisant, il y a encore une autre étape à votre routine, justement. Oui, justement. Après, on va avoir le sérum ou le spray, ça dépend. Donc, soit un spray pour la bouche, ou alors vous avez le sérum, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la pipette. Donc là, il suffit donc de déposer quelques gouttes sur la langue de ce produit et de le laisser dans la bouche. Et là, ça contiendrait, comme les dentifrices, des ingrédients comme de l'acide hyaluronique et des prébiotiques. Il y en a pour combien de tout ce que vous avez amené, Benjamin, là? Alors, j'ai calculé pour une routine complète, on en a pour à peu près 130 € pour son brossage de dents. C'est quand même un budget. Ça un peu de temps. Et ça prend 20 minutes. Alors que finalement, il suffit de se brosser les dents 2 fois par jour, 2 minutes. 2 fois par jour, matin et soir, 2 minutes. Et le fil dentaire et les brossettes interdentaires tous les jours. Merci beaucoup, Benjamin, de toutes ces précisions et de ces économies qu'on va faire grâce à vous. Tout de suite, on retrouve le docteur Fabien Farge. Mais avant ça, on a reçu la question de Karim. Il a 45 ans, il fait de l'hypertension depuis 10 ans et il nous demande si la tension peut aggraver ou endommager les reins à long terme. Eh bien, nous y répondons dans quelques instants dans notre dossier du jour. Fabien Farge, je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, notre MacGyver de la médecine. Et aujourd'hui, vous nous expliquez comment ne pas mourir étouffé grâce à un sac plastique et un rouleau de scotch. Alors exactement, ce sont les deux accessoires indispensables pour traiter un pneumothorax, qui est en fait une surcharge d'air qu'on a dans le thorax et qui peut conduire à la mort. Alors, trop d'air dans le poumon, on a du mal à comprendre forcément où est le problème, parce que dans le poumon, il doit y avoir de l'air, mais trop d'air, c'est néfaste.
Je vais vous expliquer ça, parce qu'on va faire un peu d'anatomie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est... Donc là, nous avons nos 2 poumons. Et ce qu'on va faire, c'est se dire que nos 2 poumons, ce sont comme 2 ballons. Ces 2 ballons sont dans une boîte qui est le thorax qu'on a ici. Et ces 2 ballons, ils vont se gonfler et se dégonfler au rythme de la respiration. Et puis, parfois, il arrive que de l'air vienne se mettre entre la face interne de cette boîte et le ballon. C'est ce qu'on appelle le pneumothorax. Et cet air, il va venir au fur et à mesure gonfler le thorax et jusqu'à comprimer le ballon et empêcher qu'il puisse se gonfler. On a trop d'air là où il ne faut pas. Et justement, d'où vient l'air? Comment elle finit par arriver dans le poumon? Alors, l'air, il peut venir de deux origines. La première, c'est de l'intérieur, où on a des petites alvéoles. Par exemple, à l'occasion d'un accident de voiture, c'est très violent, et ces petites alvéoles vont s'ouvrir, et l'air va venir se mettre dans ce fameux espace. Et puis, la deuxième façon, c'est au niveau de l'extérieur, c'est qu'on va avoir une plaie au niveau du thorax. Alors, par exemple, ça, c'est du vécu, hein, c'est une chute de vélo et un frein qui vient pénétrer le poumon, et là, l'air va s'engouffrer à l'intérieur. On a exactement le même résultat. Et dans les 2 cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chaque inspiration, c'est comme un soufflet, ça va faire rentrer l'air qui ne va pas pouvoir sortir, ça va gonfler, ça va devenir un ballon de baudruche, et à ce moment-là, ça va comprimer les poumons, les gros vaisseaux et le cœur. Alors, vous avez pris l'exemple justement de l'accident de vélo en randonnée. Si jamais ça nous arrive et qu'on est au milieu de nulle part, qu'est-ce qu'on doit faire absolument? C'est une très bonne question. Si c'est un pneumothorax fermé, il n'y a pas de plaie, d'accord? À ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut demander à la victime de s'asseoir en position demi-assise. Et puis, voilà, attendre que les secours arrivent. Alors, on pourrait toujours mettre une aiguille, c'est ce qu'on fait à l'hôpital. Mais ça, c'est un médecin qui le fait pour pouvoir enlever cet air qu'on a en trop dans ce ballon de baudruche. Alors que si on a une plaie, alors là, on a quelque chose à faire. Je vais vous montrer. Alors, j'ai déjà préparé en amont parce que, comme d'habitude, j'ai 2 mains gauches. Pour un médecin urgentiste, c'est un concept. Mais Benjamin a la gentillesse de nous prêter son corps. Benjamin, vous acceptez d'être cobaye Allez, je donne mon corps à la science. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu enlèves On retire la voilà, chemise. Ok. Je vous simule la chute de vélo ou pas? Non, c'est très bien. Juste la chemise, c'est Juste bon. la chemise, voilà. C'est même la petite musique. J'adore. Allez-y, voilà. Alors voilà, donc il faut laisser la victime en position demi-assise. Imaginons qu'on ait une plaie ici, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on aura coupé notre petit carré, on va mettre le scotch et on va coller juste au-dessus, voilà. Et on va faire des 2 côtés, ok? Et l'idée, en fait, ça va être de transformer ce montage-là en une sorte de valve, d'accord? Bon, ça tient pas très bien là. Voilà, ça vous montre le principe. Et ce qu'on fait, c'est que ça va faire une valve. L'idée, c'est que quand on va inspirer, le plastique va se coller sur la plaie. Et quand on va expirer, l'air qui voudra sortir pourra sortir par la partie inférieure qui est ici. Alors pourquoi on laisse la partie inférieure ouverte? Parce que souvent, dans ces traumatismes, il y a du sang à l'intérieur et ça permet de faire écouler le sang. Et ça marche très bien, c'est une très bonne solution d'attente. Docteur Fabien Farge, on a tous les 2 fait une faculté de médecine, mais moi, on m'a jamais expliqué cette technique. Ouais. D'où ça vous vient? D'où ça vous est venu cette technique? Alors ça, c'est un vieux chef de service qui m'a appris ça. Et ce qu'il y a de très étonnant, et je vous jure que c'est vrai, la première fois que je l'ai utilisé, c'était sur mon papa. On était c'est une expédition en Amazonie où on était sur les traces d'un explorateur qui avait disparu au 19e siècle. Voilà, là c'est moi. Waouh! Avec un Plus alligator jeune, là? voilà, dans les années 90, déjà beau gosse. Crocodile Dundee, votre nouveau surnom. Voilà. Et donc à l'occasion de cette expédition-là, on a été attaqué par des pirates. Il a fallu que je mette ça sur mon papa pour le faire fonctionner. Voilà. Donc vous avez fait ce geste sur votre papa qui va bien ensuite? Oui, il va très bien. Je vous remercie. Il doit nous regarder. Coucou papa. Et donc tout va très bien. C'est vrai que c'était assez intéressant. L'extraction était assez rock'n'roll pour pouvoir le sortir d'Amazonie. C'était assez compliqué. Il faut savoir qu'à cette occasion-là, donc effectivement, il y a eu des échanges de coups de feu. Et donc, on a eu plusieurs blessés, dont mon papa qui a pris une balle pour faire court dans le dos et dans le ventre. Et donc, à 3h du matin, il a fallu le perfuser parce qu'il y avait un choc hémorragique. Et puis, je me suis souvenu de cette technique-là. Et donc, on lui a mis. Et on embrasse votre papa. Merci Fabien, parce que vraiment, c'était absolument incroyable. Et merci Benjamin d'avoir accepté d'être Même le pas mal, cobaye. quand j'ai Même retiré pas mal. le scotch. Oui, l'épilation, c'était gratuit. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction la Guyane. Par sa situation géographique et son climat, ce territoire est un avant-poste unique dans la détection et la prise en charge des maladies infectieuses. Le service d'infectiologie est l'un des plus réputés. Les médecins et étudiants du monde entier viennent s'y former. Reportage Seti Dali, Benoît Lordelot, Pierre-Luc Perrin.
En Guyane, la forêt amazonienne recouvre 96% du territoire. Un océan dense et luxuriant. Un réservoir exceptionnel de biodiversité, abritant aussi une multitude de virus et autres bactéries. Quand la maladie atteint l'homme, c'est ici, à l'hôpital de Cayenne, qu'il peut espérer guérir. Ce service infectiologie voit défiler les maladies tropicales les plus redoutées de la planète. Certaines sont connues, d'autres plus mystérieuses. Hola. Hola, bonjour. ¿Qué tal, señor? Ici, une fièvre est souvent une énigme, aux médecins d'en déterminer l'origine. Le cas de ce jeune Brésilien les préoccupe. Son infection est-elle causée par une bactérie ou un parasite? C'est un patient de 20 ans qui est arrivé aux urgences pour une fièvre et pour laquelle on a fait un scanner qui a mis en évidence 2 abcès au niveau du foie qui a été ponctionné. Donc actuellement, les analyses sont en cours. On va essayer de voir un peu ce qui va sortir. À l'autre bout du couloir, le docteur Sariak et son interne se rendent au chevet de leur protégé. Ça va? Respira fuerte comme. Cet homme est brésilien et a bien failli mourir du sida. Pas d'œil? En Guyane, soigner implique une dose d'adaptation. Est-ce que vous savez ce que vous avez comme maladie et pourquoi on vous donne ce traitement? Près de 40 langues cohabitent sur le territoire, une diversité qui rend parfois la communication compliquée. Ce que je comprends, c'est que c'est un problème grave. Donc je dois bien me soigner pour maintenir mon rétablissement. Vous avez tout compris. Très bien. La Guyane est le département le plus touché par le VIH. Le taux d'incidence est 8 fois supérieur à celui de l'Hexagone. Ils n'ont pas de médecin traitant, ils ne savent pas où aller, à qui s'adresser pour se faire dépister. Et tout ça font que les patients ne viennent pas consulter à un stade précoce, quoi. Environ 20% des patients sont diagnostiqués à un stade très avancé de la maladie. C'est le cas de cet homme. Son système immunitaire était très affaibli et il a développé une grave infection au poumon. Medo eu não tenho, sabe? Às vezes eu fico imaginando até onde a gente chega, sabe? Eu tenho mais assim, às vezes, vergonha. Foi duro para mim esclarecer a minha doença para minha família, mas eu me senti obrigado, sabe? Eu não poderia esconder nada deles mais. Então, esclarecer foi melhor para mim, sabe? Ce service infectiologie est une référence mondiale. Médecins et étudiants viennent des 4 coins de la planète pour se former ici. Tu as pris un rendez-vous de scanner? C'est le cas du docteur Sariak. Venue d'Algérie pour un stage d'1 an, 4 ans plus tard, elle n'imagine plus repartir. Ici, c'est le top, quoi. C'est le milieu tropical, avec le staff qu'on a, avec les profs qu'on a. Tu te dis, je ne peux pas travailler ailleurs qu'ici. Enclave française au cœur de l'Amazonie, la Guyane est le siège d'un panel exceptionnel de maladies tropicales et émergentes. L'une des nouvelles missions du CHU est de favoriser la recherche médicale. Le docteur Drak Alzibaï conserve dans ses congélateurs sécurisés des échantillons de toutes les maladies observées sur le territoire. Tout est classé sous forme de tubes contenant des agents pathogènes. Ça peut être des bactéries, des virus et même des champignons. Viennent de la biodiversité guyanaise. Ces échantillons sont mis à la disposition des chercheurs du monde entier. Celui-ci contient un virus qui touche la moitié de la population mondiale, la dengue. Et ce type d'échantillons permet de développer des tests diagnostiques qui sont plus rapides, moins coûteux que les tests actuels. Bastion de la médecine tropicale, la Guyane compte jouer un rôle clé face aux épidémies qui pourraient émerger demain. Et tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. C'est donc Marine qui nous demande si les vêtements de sudation font maigrir. Alors vous en avez peut-être vu lors de vos séances de sport, c'est vrai que c'est assez tendance, on les voit aussi sur les réseaux sociaux. Donc ce sont des vêtements de sudation ou combinaisons sauna, selon comment on les appelle.
Donc vous avez par exemple la veste que je portais tout à l'heure, ça c'est une surveste qu'on va mettre sur le t-shirt, notamment pour courir ou à la salle. Mais vous avez aussi des vêtements un peu plus moulants, on va dire, et donc notamment des shorts comme ça, un petit peu serrés avec une double couche. Est-ce qu'un de vous a déjà essayé ? Je trouve ça atroce et je sais que ça sert à rien. Donc, ma chronique, je peux la terminer dès maintenant. Merci Jimmy. Non, mais quelqu'un, vous avez déjà testé ? Moi, jamais testé, mais vous l'avez vu tout à l'heure, je fais pas mal de musculation. Et donc, en salle, justement, j'en ai vu à la salle courir avec ce type de vêtements. Voilà. Votre humilité vous honore, Benjamin, votre Et donc, modestie. l'idée, c'est vrai, et on va le voir notamment là sur les réseaux, c'est de transpirer beaucoup. Et les gens se filment donc faisant leur séance. Et ensuite, ce qu'ils veulent montrer, c'est le résultat. Et donc là, ils vont lever le vêtement de sudation et vous voyez toute l'eau qui sort. Voilà. Bon, c'est un peu cracra, je vous l'accorde. Mais eux, ils ont l'air plutôt fiers du résultat puisque donc, ces vêtements, ils sont faits de plusieurs couches, des couches non respirantes comme du lycra, du PVC. Et ça va garder la chaleur près du corps, empêcher l'évacuation de la transpiration. Et avec tout ça, le corps, il va donc transpirer davantage et on a une sensation de chauffe plus rapide. Et quand on se pèse, bien souvent, on a perdu 1 kilo, voire plus. Et donc, ça encourage les gens. Et notamment, vous savez, pour la boxe ou le MMA ou dans les compétitions, selon les catégories, il faut avoir tel ou tel poids. C'est utilisé, mais de façon là très encadrée. Le problème, c'est que la perte de poids, on le comprend assez facilement, elle est temporaire. Oui, parce qu'en fait, vous perdez essentiellement de l'eau et dès que vous allez boire à nouveau, vous allez reprendre parce que c'est pas de la graisse qu'on perd. Donc clairement, ce sont pas les vêtements seuls qui vont vous faire maigrir. L'idée, c'est toujours, comme d'habitude, la régularité, faire du sport, faire attention à l'alimentation. Et c'est ça, en réalité, qui vous fera perdre du poids. Si jamais on souhaite quand même en acheter, quels conseils on peut donner à nos téléspectateurs ? Alors en gros, déjà, il faut faire attention à la déshydratation parce qu'on l'a vu, on transpire beaucoup. S'il fait très chaud, tout simplement, vous risquez aussi de perdre tous les sels minéraux qu'il y a dans la transpiration. Donc on peut avoir des maux de tête, des vertiges, des crampes. Donc bien boire tout au long de la séance, surtout si vous portez ces vêtements de sudation. Et puis attention à votre peau parce que vous l'avez vu, ces matériaux-là, ça peut donner des irritations, des démangeaisons. Donc voilà, ne le portez pas du tout toute la journée ou toute la nuit, comme j'ai pu le voir. Eh bien, merci Rim de toutes ces précisions. Je vous en prie. On passe à notre dossier du jour. Quand les reins n'arrivent plus à filtrer correctement le sang de l'organisme, c'est ce qu'on appelle de l'insuffisance rénale. Dans la moitié des cas, elle est due à du diabète ou de l'hypertension, ce qui veut donc dire qu'on peut la prévenir. On répond donc à toutes vos questions avec notre spécialiste. Nous sommes ravis d'accueillir le professeur Korinnis Narbanis, néphrologue à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous envoyer vos questions par SMS au 41 555. Je vous propose qu'on rentre d'emblée dans le vif du sujet. Karim a 45 ans, il nous dit faire de l'hypertension artérielle depuis 10 ans et il nous demande si l'hypertension abîme les reins sur le long terme. Oui. C'est une raison majeure pour laquelle il faut la dépister, ce qui n'est pas facile parce que parfois il n'y a pas de symptômes. Donc, tant mieux pour Karim s'il a ce diagnostic et qu'il a un traitement. La deuxième chose importante, c'est qu'il faut vérifier ses chiffres de tension sous traitement pour être sûr qu'on est à la cible, c'est-à-dire qu'on a vraiment bien contrôlé les chiffres tensionnels. Et donc maintenant, on travaille de plus en plus avec des mesures à domicile. C'est quand même très validé et très pratique pour les patients de pouvoir mesurer leur tension à la maison. C'est quoi une bonne tension qui permet de protéger les reins ? Alors, nous, en néphrologie, on est un peu plus exigeant quand on a une maladie rénale déjà, mais disons que dans la population générale hypertendue, si on n'a pas d'autres complications et pas d'autres maladies, si on a 130, 70 ou 13,7, ce qui revient à peu près, ce qui revient au même, c'est deux manières d'exprimer les chiffres. Après, la tension, elle est un peu fluctuante dans la journée, donc les gens nous demandent souvent... je l'ai prise hier matin, elle était à 14,5. C'est toujours pareil, il faut la prendre bien au repos, la prendre plusieurs fois. Il y a plein de modes d'emploi faciles à trouver en ligne pour savoir comment bien prendre sa tension. Et puis, il ne faut pas la prendre quand on est énervé. Parce que ça fait monter la tension, évidemment, quand on est un peu énervé. Oui, c'est normal. C'est normal. Et donc, il faut avoir de la tension pendant longtemps pour avoir l'insuffisance rénale. Bien entendu, on peut rassurer Karim, à partir du moment où il a un traitement et où il est suivi, il a beaucoup moins de chances évidemment d'avoir une dégradation de sa fonction rénale. C'est vrai que malheureusement, on voit parfois des patients pour lesquels on n'a pas d'autre explication que l'hypertension depuis très longtemps pour expliquer qu'on a perdu de la fonction rénale. Mais parfois, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il y a parfois eu des périodes dans la vie où la tension n'a pas été bien contrôlée pendant longtemps. Et comme on n'avait pas de symptômes, on ne peut pas forcément le savoir. Mais en tout cas, ça n'arrive pas au bout de 48 heures de traitement, mais après des années d'hypertension.
On peut avoir quand même un retentissement sur la fonction rénale et en général, c'est surtout les vaisseaux qui sont malades d'une Mais manière c'est une des générale. premières causes de l'insuffisance rénale, Oui. c'est l'hypertension. Parce que souvent, on pense hypertension cœur, Oui. cerveau, et on ne pense pas tellement au rein et à l'insuffisance rénale. Parce qu'il faut arrêter de couper les gens en morceaux. Et en fait, et deuxièmement, les reins sont des organes vasculaires. Donc à l'intérieur des reins, il y a beaucoup de vaisseaux, pratiquement que ça. C'est même ça qui est important. Et donc c'est vrai que toute maladie qui va avoir un impact sur les vaisseaux du corps va pouvoir avoir un impact sur la fonction des reins. Fonction des reins, justement, qu'on va vous rappeler, parce qu'on voit souvent les reins comme un filtre à pipi, mais c'est un organe qui est beaucoup plus intelligent que ça. Vous le savez, nous avons classiquement 2 reins en forme de haricots qui sont situés sous la 11e et 12e côte, qui font une dizaine de centimètres de hauteur. Le rein sert notamment à filtrer l'ensemble du sang et toutes ses impuretés. C'est grâce à lui, vous pouvez boire ou manger à peu près ce que vous voulez. Il active notamment la vitamine D et il permet la production d'EPO. L'EPO, c'est l'hormone qui permet la fabrication de globules rouges. Ça veut donc dire que quand le rein fonctionne moins bien, on n'a pas forcément de symptômes identifiable, on n'a pas de douleur ni rien de spécial? Alors, toutes les conséquences de ce que vous venez de citer arrivent assez tardivement, en fait. Il faut vraiment que la fonction rénale soit très altérée, qu'on soit en dessous de 30%, par exemple, schématiquement, de fonction rénale, par rapport à la normale, pour commencer à avoir vraiment un impact de l'anémie, c'est-à-dire du manque de globules rouges, parce qu'il n'arrive pas à évoluer jusqu'à être pleinement efficace à cause du manque d'EPO, justement, ou bien qu'on ait des carences en vitamine D qui aient un impact sur le taux de calcium, le taux de phosphore, le squelette. Donc, c'est pas du tout au début de la maladie qu'on a tout ça. Donc c'est une maladie qui est silencieuse Oui, souvent, jusqu'à un stade oui, très tardif. Oui, donc c'est pour ça que les néphrologues essayent de plaider pour faire du diagnostic précoce. Comment on fait ça alors, du coup, justement, ce Bah, diagnostic précoce? on prend un porte-voix et on dit à tout le monde faites le diagnostic. En fait, ce qu'il faut, c'est s'intéresser aux patients qui ont des maladies qui peuvent avoir un impact sur la fonction rénale. Donc ça veut dire que l'hypertension dont on a parlé, hypertension. Et le diabète, c'est deux populations qui doivent faire quoi? Absolument, qui doivent régulièrement, au moins une fois par an, avoir une évaluation de la fonction rénale. Comment? En dosant la créatinine dans le sang, c'est sur la prise de sang. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les médecins qui suivent ces patients font un dosage de créatinine. C'est dans les recommandations. Et puis, on regarde aussi ce qui se passe dans les urines. Parce qu'un des très, très bons marqueurs d'une maladie rénale, notamment dans le diabète, c'est d'avoir de l'albumine dans les urines. Et ça, normalement, le rein est censé filtrer cette albumine et ne pas les laisser passer. L'albumine, c'est précieux. On a besoin de le garder dans l'organisme. C'est une protéine qu'on garde dans l'organisme. Et quand on en retrouve dans les urines, c'est que soit il y a une maladie vraiment des reins qui laisse passer l'albumine. Et dans le diabète, c'est excessivement fréquent. C'est très classique. Et l'urine, elle change de couleur ou pas? Alors, on peut. En fait, c'est pas tellement qu'elle change de couleur, c'est qu'elle mousse. Parce que vous avez déjà battu des œufs en neige. Oui. Voilà. Bon, bah pareil. Quand on fait pipi et qu'on a beaucoup d'albumine dans les urines, ça fait souvent de la mousse. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'imagine qu'il y a la moitié de la France qui va s'affoler parce qu'il y a un tout petit peu de mousse dans les toilettes. Mais quand il y en a vraiment beaucoup tous les jours et qu'on est à risque d'avoir de l'albumine dans les urines, ça peut être un signe. Marion, vous parlez d'urine, elle nous dit faire souvent des infections urinaires. Elle aimerait savoir si ça peut endommager ses reins à long terme. Oui, alors il y a deux choses qui sont importantes à différencier. Il y a la cystite. Bon, Marion est une femme, j'imagine. Donc la cystite chez la femme, c'est une infection des urines du bas de l'appareil urinaire, donc que de la vessie. Donc ça, c'est pas dangereux pour les reins. Ce qui est dangereux pour les reins, c'est quand on a une infection qui se complique de fièvre, parce que là, ça veut dire que l'infection est allée envahir, entre guillemets, les reins. Et donc, on a comme symptôme essentiel la fièvre. Et là, c'est une pyélonéphrite. Et ça, si ça se produit plusieurs fois dans la vie d'une femme ou d'un homme, mais ça peut amener à une atteinte de la fonction rénale. Je vous propose qu'on réponde successivement à 3 questions très simples. Oui. Anne nous demande si on peut avoir de l'insuffisance rénale en ne buvant pas suffisamment. Alors, oui et non. Je peux aller plus loin? Oui, évidemment, parce que là, on va en savoir plus. Oui, parce que quand on ne boit pas beaucoup, on est déshydraté. Alors, on l'a vu avec votre présentation tout à l'heure. Quand on est déshydraté, ça fait monter la créatinine. Et en fait, c'est juste qu'on est déshydraté. Ce n'est pas forcément qu'on a une maladie rénale, surtout si on compense cette déshydratation rapidement. Donc en effet, oui, on peut avoir une augmentation de créatinine qui fait poser le diagnostic de dégradation de fonction rénale, mais en fait, c'est juste parce qu'on manque d'hydratation. Donc c'est pas le manque d'eau qui entraîne une attaque du rein. Alors, même s'il faut il boire faudrait correctement. vraiment être très très déshydraté pendant très longtemps, avoir d'autres facteurs de risque pour que vraiment ça entraîne une atteinte rénale. Voilà. Michel nous demande si une mauvaise alimentation peut également favoriser l'insuffisance rénale, peut-être au travers du surpoids et de l'obésité. Oui. Ça, c'est la réponse évidente, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut... Alors, c'est pas si évident que le surpoids et l'obésité favorisent l'insuffisance rénale, Non. je pense. Le lien, c'est quand on mange beaucoup d'aliments qui conduisent à l'obésité, quand on mange beaucoup d'aliments ultra transformés qui contiennent des dérivés potentiellement agressifs pour l'organisme, effectivement, ça favorise le diabète,
Le surpoids favorise l'hypertension. Et tout ça, c'est un contexte qui est la principale cause de maladie rénale. Donc, on peut dire oui. Lorsque les reins n'assurent plus du tout leur rôle, il faut avoir recours à la greffe ou à la dialyse. Et pour éviter les déplacements 3 fois par semaine en centre avec la fatigue qui va avec, il y a une alternative, la dialyse à domicile. C'est le choix qu'a fait Manuela. Reportage signé Géraldine Zawanski, Julie Ledru, Nathalie Vincenti. Ok, bon, c'est l'heure. C'est l'heure pour Manuela de se préparer pour sa dialyse à domicile. 5 fois par semaine, elle pique elle-même cette bosse. C'est le circuit veineux créé sous sa peau pour la relier à la machine qui remplace ses reins. Tout commence par la mise en place de patchs sur son bras. Ça fait une anesthésie et ça me fait moins mal quand je me pique. Là, j'ai 1 heure, je peux encore travailler, répondre à mes mails. C'est quasiment vital pour moi d'avoir une activité professionnelle, d'avoir une vie quasiment normale. C'est pour préserver cette vie active que Manuela n'a pas voulu aller dans un centre de dialyse classique tous les 2 jours. D'aller en dialyse dans un centre, c'est très très chronophage. On doit aller au centre soit très tôt le matin ou à midi, 3 fois par semaine, vraiment très précise. Donc il reste pour la vie, la vraie vie, quasiment pas de liberté. Ici, je fais la dialyse à l'horaire qui me convient. Mais cette liberté exige une logistique sans faille, l'aide de son mari et beaucoup d'espace de rangement. Tous les jours, 3 cartons à monter. Des poches, les câbles, des seringues, tout le matos que j'ai besoin. Donc il me faut toujours l'espace ici pour stocker des cartons. Allez, hop, merci. Moi je prends celui-là. Le plus volumineux, ce sont les 6 poches de dialysa. Ce liquide contient les sels minéraux que le rein n'est plus capable de contrôler. Cela fait 7 ans, depuis l'échec de sa greffe, que cette machine est entrée dans la vie de Manuela. Elle a appris à maîtriser toutes les étapes nécessaires au bon déroulement de sa dialyse. Une petite stérilisation quand même. Il faut qu'on est propre. Il y a quand même un protocole à suivre. Il reste alors le moment le plus impressionnant. Manuela va insérer les 2 aiguilles de la dialyse dans la fistule, le circuit créé entre une artère et une veine au niveau de son bras. Pour moi, de mettre les gants, c'est me mettre moralement dans cette peau. Ça, c'est la main d'infirmière. Et comme ça, je rentre. Donc, je me sens en sécurité avec moi-même. Puis Manuela se relie à la machine de dialyse qui va filtrer son sang grâce à ce rein artificiel pendant 2 heures. Ici, il y a le sang qui sort. Là, ça rentre dans la machine, dans le rein. Ça sort le sang propre pour arriver ici. Et je suis nettoyée. Une fois la machine lancée, la journée de télétravail de Manuela peut reprendre. Le fait d'être dialysée plus souvent, mais moins longtemps, rend chaque cycle beaucoup moins éprouvant que dans un centre classique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je n'ai pas cette grande fatigue comme un patient qui sort après 4 heures de dialyse. Une meilleure forme et des années d'optimisation. La dialyse est terminée juste à temps pour une soirée chez des amis. Allez. J'ai un faim incroyable maintenant. Allez. Et il ne faut pas perdre espoir. Manuela, que vous avez vu dans ce reportage, a pu bénéficier d'une greffe de rein il y a quelques semaines. Pour elle, l'attente aura duré 8 ans. On a 2 questions à propos des traitements de l'insuffisance rénale. Anne qui nous demande comment ça se soigne, une insuffisance rénale. Et en réaction au reportage, Sophie nous dit que son papa est sous dialyse, mais elle nous demande si on peut éviter d'en arriver là et avoir un traitement précoce. Quand on commence à faire de l'insuffisance rénale, que le médecin généraliste vous dit il se passe quelque chose et qu'on a fait les examens, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Alors, la première des choses, c'est de savoir pourquoi on a une insuffisance rénale, évidemment, parce que parfois, la maladie qui a causé l'insuffisance rénale peut être elle-même traitée. Et donc, à ce moment-là, on va protéger les reins. Donc, traitement de l'hypertension, traitement du diabète. Et de toute façon, traitement de l'hypertension et du diabète, c'est essentiel. Et puis après, ce qu'on va surveiller, c'est effectivement, ce qui aggrave beaucoup la fonction rénale, c'est le contrôle de la tension. Et pour ça, on va proposer des traitements et de modérer sa consommation de sel.
Ça, c'est très, très important. On peut parfois se passer d'un médicament supplémentaire rien qu'en diminuant sa consommation de sel. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de médicaments qui à la fois traitent la tension et qui protègent la fonction rénale. Ils diminuent la tension spécialement à l'intérieur des reins et donc ça les protège sur le long cours. Et puis, bien sûr, on va faire attention à ne pas prendre de poids. On va faire attention à ne pas consommer de médicaments qui peuvent être toxiques pour les reins. Et on peut encore redire aujourd'hui que le plus dangereux, c'est sans doute les anti-inflammatoires non stéroïdiens, parce qu'il y en a dans tous les placards à pharmacie, et parce que cette classe... L'aspirine, l'Advil, Non, alors l'ibuprofène. justement, l'aspirine, non, parce que l'aspirine aujourd'hui, et ça c'est très important, quand la plupart des gens qui prennent de l'aspirine prennent une petite dose d'aspirine pour le cœur et pour les artères du cœur. Cette Mais petite l'aspirine à dose... haute dose qu'on prend quand on a un syndrome grippal. Mais on n'en prend plus beaucoup pour traiter la douleur et la fièvre parce qu'on a des choses beaucoup plus efficaces comme les feralgan, enfin le Doliprane, le paracétamol pour dire le nom de la molécule, et puis parfois les anti-inflammatoires, voilà, pour la douleur. Et ça, les anti-inflammatoires sur le long cours, si on en prend un jour ou deux, ça va, sur le long cours sont des molécules qui vont être toxiques pour les reins. Il y a d'autres molécules qui peuvent être embêtantes pour les reins quand on a des maladies associées. Beaucoup de gens sont malheureusement traités pour un cancer, par exemple. La question de Jérôme, est-ce que certains médicaments peuvent favoriser une insuffisance rénale? C'est une des sujets dont je m'occupe beaucoup à l'hôpital, c'est d'essayer de préserver la fonction rénale des gens qui reçoivent des médicaments très toxiques, comme les traitements des cancers, qui ont beaucoup d'effets secondaires malheureusement, même s'ils ont beaucoup d'efficacité. Et on essaye de faire en sorte que du point de vue rénal, ça puisse bien se passer, parce que les reins éliminent beaucoup les médicaments, et donc quand les reins ne marchent plus, ça limite beaucoup les prescriptions médicamenteuses. La fonction rénale qui est perdue, elle est perdue à jamais. On ne peut pas la récupérer, on n'a pas des médicaments. J'ai oublié ma baguette magique, Jimmy, donc je rêverais, avant de prendre ma retraite, qu'on puisse améliorer vraiment beaucoup la fonction rénale. Ce qu'on sait faire très bien aujourd'hui, et c'est déjà énorme, c'est ralentir la perte de fonction rénale. Et donc ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, le message qui est essentiel, on a plusieurs classes thérapeutiques qui sont disponibles actuellement et que tous les médecins peuvent prescrire, qui sont des médicaments qui protègent la fonction rénale, la fonction cardiaque. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut les donner tôt. Il faut les donner quand la perte de fonction rénale est encore limitée, parce que ce qu'on veut faire, c'est ralentir la dégradation. Je rappelle, à un stade initial, il n'y a pas de symptômes. Aïcha nous dit qu'on peut avoir de l'insuffisance rénale sans douleur. Ben oui, mais donc ça veut dire que c'est surtout les médecins généralistes, l'ensemble des médecins en fait, qui doivent se préoccuper de tilter de remarquer une insuffisance rénale débutante et éventuellement de discuter, de mettre en place ces traitements protecteurs assez tôt, parce que du coup, on va pouvoir changer l'évolution des choses et préserver la fonction rénale plus longtemps. Parce que quand on est au stade de la dialyse, et ces gens qui nous posent cette question, c'est forcément à vie. Une fois qu'on a commencé la dialyse, elle ne peut pas s'arrêter, sauf jusqu'à la transplantation. Il y a des situations aiguës, c'est-à-dire on peut avoir des maladies aiguës dans lesquelles d'un seul coup les reins craquent et puis ils se reconstituent, entre guillemets, ça s'appelle une insuffisance rénale aiguë. C'est assez particulier. Quand on perd progressivement sa fonction rénale et qu'on arrive au stade où on commence à vous dire il va falloir remplacer la fonction des reins, là soit c'est la greffe, soit c'est la dialyse. On l'a vu, il y a différentes manières de faire de la dialyse, mais il n'y a pas de manière de récupérer la fonction rénale à part ces deux traitements qui sont quand même importants parce qu'on peut remplacer la fonction rénale. Nadia nous demande s'il faut changer complètement son alimentation quand on a de l'insuffisance rénale. Vous avez parlé du sel tout à l'heure, Il y a d'autres choses à faire? Le sel, c'est très important. Quand on arrive à... Alors, manger, et ça fait le lien avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, dans la communauté néphrologique et médicale, on est de plus en plus attentif au rôle des additifs, des produits phytosanitaires toxiques, etc. sur la santé. Il y a beaucoup de choses qui commencent à émerger. Il y a un certain nombre de maladies rénales plutôt assez rares et plutôt pas dans nos pays qui touchent principalement les agriculteurs qui sont probablement en lien et c'est en train d'avancer sur les connaissances avec des produits toxiques. Donc oui, si on peut manger plutôt pas trop ultra transformé et plutôt pas trop de produits toxiques, c'est toujours bien. Et après, ça concerne que les gens qui ont des maladies très avancées. Et là, on a des consignes très précises à suivre sur le plan alimentaire. Merci, professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Rim, Fabien, Benjamin, merci à vous. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Demain, on répond à toutes vos questions sur la vie après un cancer du sein. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5 et je vous dis à demain.